Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la deuxième journée des championnats du monde d'athlétisme indoor qui ont lieu en ce moment à Nanjing en Chine. Belle et grosse journée pour l'équipe de France avec deux médailles, Marie-Julie Bonin au saut à la perche et Willem Bellossian sur le 60 mètres haies. On va faire également le tour avec Stéphane de toutes les perfs des grandes stars de l'athlétisme comme Duplantis, Holloway, Ingebrigtsen et j'en passe et des meilleurs. Alors installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. C'est le braquage de l'hiver. Marie-Julie Bonin, 23 ans, championne du monde indoor en Chine, à Nanjing. Elle a quasiment explosé son record, on va le dire, 4,75 m. Elle bat le record de France et elle est championne d'Europe. C'est dingue ce qui s'est passé à Nanjing. C'est la première Française championne du monde de la perche féminine. En 2012, c'était Vanessa Bosla qui a fini deuxième à Istanbul, mais là, Marie-Julie Bonin, elle gagne. Alors quand je dis braquage, c'est un braquage pour tout le monde, sauf pour moi, parce que je l'avais annoncé et je ne me suis pas trompé. Mais franchement, super concours, on va le décrypter avec Alex. Ouais, franchement, ça fait plaisir, Marie-Julie Bonin. En plus, on voit qu'elle était très concentrée. Elle passe 4,75 m et son coach lui dit concentre-toi pour la prochaine barre à 4,80 m. Elle se rend presque pas compte qu'elle est championne du monde à ce moment-là. C'est ses adversaires, les autres filles qui viennent la voir et qui la félicitent. Et c'est là elle se rend compte un petit peu qu'elle est championne du monde, quoi. Donc elle est un peu émue et elle se reconcentre vite pour passer 4,80 m. Bah, elle est pas loin de le passer à sa deuxième tentative, donc elle a égalé le record de France de Ninon Chapelle, 4,75 m. Et donc ce record de France ne lui appartient pas totalement encore, mais ça lui va très bien parce qu'à côté de ça, elle est championne du monde. Et c'est quand même une très belle chose. C'était la fille la plus jeune de toutes les engagées. Marie-Julie, elle a été vice-championne d'Europe junior, elle a été championne d'Europe espoir. Elle était prédestinée un peu à faire des médailles chez les seniors, mais ben voilà, on en a parlé hier avec Melvin Raffin. Lui aussi, chez les juniors, il était très bon et il n'arrive pas pour l'instant à franchir le cap. Et ben elle, ça y est, elle a franchi le cap, elle a le record de France et elle est championne du monde indoor. Ouais, alors ça a été un beau concours sur la fin, mais le début a été quand même assez compliqué pour elle. Première barre 4,45 m, elle passe plutôt facilement. Et après, ça a été compliqué, 4,60 m. Elle le franchit au troisième essai. Les deux premiers essais, franchement, ils étaient catastrophiques. Elle était loin de passer. Et là, à 4,60 m, elle met une valise. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un précédent podcast, on s'était posé la question avec Alex de savoir pourquoi au troisième essai, les athlètes, ils y arrivent, c'est un peu la galère. Et sur l'essai d'après, à la barre d'après, ils arrivaient au premier essai. Marie-Julie Bonin, 4,70 m, premier essai, ça passe et ça passe une valise. C'était super. 4,75 m au deuxième essai et après elle tente, comme tu l'as dit Alex, 4,80 m, mais c'est un super concours et elle franchit donc 4,75 m. Et ouais, en plus, il y a un petit peu de marge à Ouais, 4,75 m. On sent que même 4,80 ça aurait pu passer. Bref, le plus important, c'est qu'elle soit championne du monde maintenant, dans un concours qui n'a pas été évident, tu l'as dit, mais aussi pour d'autres facteurs, c'est qu'il y a eu des soucis techniques. Il y a une athlète qui est retombée sur la barre assez lourdement et ça a un petit peu cassé le système des poteaux électriques. Ils ont dû faire intervenir les équipes techniques deux fois. Ça a coupé le concours pendant presque 45 minutes, une heure. Donc c'est toujours des moments un peu délicats à gérer. On s'en souvient, si je dis pas de bêtises, en finale des JO de Paris, il y avait déjà eu ce genre de choses. Donc peut-être qu'il faut qu'ils mettent du matériel de meilleure qualité pour pas que ça casse, parce que ça arrive quand même régulièrement qu'il y ait des athlètes qui retombent sur la barre et qui endommagent les taquets. Et c'est vrai que d'interrompre le concours aussi longtemps, ça peut perturber les athlètes. Force est de constater que Marie-Julie, elle, ça l'a pas perturbé du tout. Elle a été capable d'enchaîner, de repartir. Mais c'est la Britannique, par contre, Molly Caudry, qui était la favorite, qui, elle, n'avait pas passé avec 4,70 m avant l'interruption, l'a passé après, mais elle était sortie de son concours. On voyait que c'était plus les mêmes sauts qu'avant, parce qu'avant, elle avait vraiment pas mal de marge sur les sauts. On la voyait monter haut et malheureusement pour elle et heureusement pour Marie-Julie Bonin, elle s'est arrêtée à la quatrième position, Molly Caudry. Donc on rappelle le podium, hein, Marie-Julie Bonin, Tuna Sutage, la Slovène, et la Suisse Angelika Moser. C'est le même podium que lors des championnats d'Europe, pas dans le même ordre, mais c'est les trois mêmes filles qui glanent les trois médailles à Nanjing ce matin. ouais, à noter que Marie-Julie Bonin, c'est la seule fille à battre son record aussi. Ça, c'est important
de le souligner sur ce gros concours, tu l'as dit. En tout cas, magnifique médaille pour la française et on l'a vu et franchement, revoyez ces images-là de concentration. Il faut le montrer à tous les jeunes là qui nous écoutent. Allez voir ça sur Eurovision, le replay. Elle est super concentrée. En même temps, elle rigole, elle est dans le délire. Et franchement, je pense que c'est la clé pour faire des super concours. Chacun a sa façon de faire. Vous le verrez un peu sur d'autres athlètes qui sont très très concentrés. Mais elle, en tout cas, elle a trouvé le juste milieu et je pense que ça a marché. Sa gestion, en tout cas, a été parfaite. On Ah ouais, attaque avec elle la. définit très Vas-y, bien pardon. elle définit très bien l'adage qui dit, travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. On voit que c'est vraiment, sa façon de travailler et ça lui réussit très bien. On va pouvoir enchaîner avec, l'autre médaille française du jour, Willem Bellossian sur le 60 mètres haies. Alors on l'attendait, on avait dit qu'il avait des chances de médaille, ben il a su concrétiser derrière, l'ogre Grant Holloway. On parlera de Grant Holloway un peu plus tard quand on parlera des étrangers. Euh, Willem Bellossian, 7,54, c'est pas son meilleur chrono de l'hiver, mais on le sait, les finales sur les haies, c'est toujours un peu tendu. Il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression. Il y a souvent des fautes qui sont commises. Là, le départ de Willem, il est pas folichon. Mais le plus important, c'est qu'il ne fasse pas de grosses erreurs. Et puis, il est meilleur que les autres. Derrière Grant Holloway, mais meilleur que les 6 autres participants. 7,54, c'est pas un chrono exceptionnel, mais le plus important, c'est la médaille d'argent. Non, ça c'est sûr. Franchement, il fait quand même une super course, même si Grant, il fait un bon départ, mais pas comme on a l'habitude de voir. Bellocian, il s'accroche. En tout cas, c'est la 7e édition qu'un Français, enfin, il y a un Français qui va monter sur le podium 7e fois d'affilée. Donc ça, c'est super important de le souligner. C'est assez rare. Je ne sais pas s'il y a d'autres pays, à part peut-être les Américains, qui arrivent à faire ça. Et encore, je suis même pas sûr. On vérifiera ça. Mais franchement, la France est une terre d'épreuves combinées et de perches, ça c'est sûr, en tout cas pour les filles. Mais gros podium pour moi de Willem Bellossian. Il conclut d'une super façon, même s'il avait l'air un peu déçu quand même à l'arrivée, mais il conclut d'une super façon sa saison qui est quand même une très bonne saison. Ouais. Ah, tu l'as dit, les Français, ils trustent les podiums au championnat du monde. Il y a eu des mecs, Pascal Martino-Lagarde qui a fait des médailles, et Garfield Darien, Aurel Manga, maintenant Willem Bellossian, l'année dernière Just Oumate. Je ne sais pas si j'en oublie, mais c'est vraiment, on a un vivier français sur les haies au niveau international, c'est assez impressionnant. Il y a dû avoir aussi Dimitri Bascou, notre médaillé olympique de Rio. Franchement, c'est ouf. On est vraiment une terre de haies et une terre de perches. Donc, c'est les deux médailles qu'on a rapportées aujourd'hui. À noter quand même la frustration pour Pascal Martino-Lagarde qui ne passe pas en finale. Il fait 7,69 en demi, il finit quatrième de sa demi-finale. Il est un peu passé à côté. J'ai vu sur ses réseaux qu'il disait qu'il était un petit peu déçu parce que c'est la première fois de sa carrière où il y a un tel écart entre ce qu'il a dans les jambes et ce qu'il pose sur la piste. Donc c'est dommage pour lui, pour certainement ce qui aura été son dernier 60 mètres haies au niveau international avec le maillot de l'équipe de France sur le dos. Il y a eu des athlètes qui sont passés à la trappe, hein, notamment le Polonais, le petit protégé de Stéphane, là, qui est sorti en demi-finale, qui avait fait C'est une vrai. très belle course en demi, mais qui fait une grosse faute sur la dernière haie et qui se fait doubler. Il finit troisième de sa demi et ça passe pas pour lui autant malheureusement. Et l'autre américain, Murray, qui avait fait 7,41, donc qui était quand même top 3 mondial cet hiver, qui lui aussi a fait une grosse erreur en début de course et qui n'a même pas fini la course, il a été disqualifié. Donc c'est des athlètes favoris qui sont passés à côté. Ça a ouvert la porte à Willem et il a su s'engouffrer dans cette porte. Donc on est très content pour Willem Bellossian qui gagne sa première médaille internationale avec les seniors. Ouais, rappelons que c'est Mondial, pas forcément ouais, voilà, international, parce qu'il a déjà gagné des c'est médailles ça. aux Europes, mais là c'est vraiment au niveau mondial. Donc non, ça c'est super. On enchaîne peut-être avec une petite déception, en tout cas pour nous, on y croyait, mais Yanis Méziane sur le 800 mètres masculin. Alors il y a eu des faits de course, on le sait, ça arrive souvent sur 800 mètres, mais notre Français, il trébuche. Malheureusement, il finit la course un peu comme il peut, mais même malgré une réclamation, en tout cas par rapport à un Kényan qui l'aurait fait peut-être trébucher, la réclamation a été rejetée, donc ça c'est dommage. Alex va nous expliquer un peu plus comment ça se passe les réclamations parce qu'il a forcément l'habitude de vivre ça. Mais c'est vraiment dommage parce que ça aurait été notre seul Français pour demain. Donc on va pouvoir suivre tous les étrangers demain, mais ouais, on voulait suivre Yanis Méziane demain sur le programme à Nanjing, mais ce sera pas le cas.
Ouais, tu l'as dit, Yanis, il a été un petit peu chahuté par le Kényan, Kibet là, qui était derrière Yanis et qui lui a fait, franchement un croc en jambe. On le voit clairement sur les images. Alors effectivement, je pense qu'il est involontaire ce croc en jambe, mais il existe et il annihile les chances de Yanis Mézian de finir sa course. Donc, Yanis Mézian, il tombe, il regarde le clan tricolore très lucide à ce moment-là lui dit, bah, de continuer, de finir la course parce que pour porter une réclamation, il faut avoir fini la course. Donc il finit la course en 2 minutes 23, je crois. Voilà, il trottine les 300 derniers mètres. Et la France porte réclamation, pas forcément pour disqualifier le Kényan, mais pour requalifier Yanis Méziane en finale, pour faire une finale à 7 athlètes au lieu de 6. Ça a été beaucoup fait au championnat d'Europe. Je pense que si on avait été au championnat d'Europe, Yanis Méziane, il aurait été en finale. Il y a eu des athlètes qui ont été repêchés aux Europes pour beaucoup moins que ça. Mais là, c'est World Athletics, c'est d'autres personnes qui jugent. Et malheureusement pour Yanis, c'est un peu moi je trouve que c'est un peu une injustice parce que clairement, il se prend un croche-patte, hein, un croc en jambe de derrière, il peut pas le voir venir et il y est pour rien, Yanis. Donc c'est un peu triste. Ouais, ça c'est sûr, surtout que le Kenyan Kibet, il se qualifie même pas en finale. Donc franchement, non, je trouve c'est quand même une injustice, je comprends pas et puis c'était une course qui allait être super ouverte en finale, avec beaucoup d'Européens et ouais, c'est dommage de qu'il ait pas pu s'exprimer parce qu'il a fait une super série en 1:46, meilleur temps des séries. Il arrive en demi dans une grosse demi, c'est dommage. C'est quand même un peu la malchance qui continue pour lui. Mmh. Ouais, mais là, il y a d'autres athlètes là qui ont été un peu moins en verve que Marie-Julie et Willem, c'est, les perchistes, Thibaut Collet et Baptiste Thierry. Alors, 0 pointé pour Baptiste Thierry à 5,50 m. Il a pas franchi de barre, donc très très déçu pour lui. J'imagine qu'il doit être, très, très, très triste de cette performance. C'est des choses qui arrivent, hein, les zéros à la perche, mais bon, lui, ça tombe au mauvais moment pour lui. Heu et Thibaut Collet qui lui a passé 5,50 m au deuxième essai, mais qui a pas pu aller plus haut, 5,70 m, ça passe pas. On va revenir un peu plus tard sur le concours de perche quand on on parlera du duel, qu'il y a eu entre Duplantis et Caralis. Mais voilà, ça s'arrête vraiment tristement pour nos 2 Français qui sont, je crois 11e et 12e du concours. Ils finissent dernier avant-dernier, ouais. Ouais. On passe aux épreuves de demi-fond peut-être? Enfin demi-fond un peu plus long avec Jacob Ingebrigtsen. Le Norvégien, il a répondu vraiment à toutes les attentes, on le savait. Il affrontait Aregawi, l'Éthiopien, qui est un Éthiopien qui a vraiment du gros niveau, c'est du très, très lourd et ben, Ingebrigtsen, franchement, il a pas calculé. Il s'est placé aux dernières positions et après, petit à petit, aux 800 mètres, 900 mètres, il a mis sa boîte, il fait comme d'habitude et ça marche à chaque fois. Il y a aucun coureur au monde, pour le moment, qui est capable de répondre à Jacob Ingebrigtsen, donc ça, c'est assez fou. Un premier 1000 couru en 2:47, un deuxième en 2:37 et un dernier, par contre, en 3:22. Ça, En c'est une 2,22. très 2:22 pardon. Ça, c'est une très grosse performance. Il finit quand même fort. Mais Jacob, il a pas flanché. Il savait ce qu'il avait à faire. Il a attaqué la dernière ligne droite. Et franchement, il a déposé Aregawi. Franchement, c'est trop facile. Il a un boulevard. C'est un peu ce qu'on disait avec Duplantis. Et encore là, on va le voir un peu que ça pouvait s'affronter. Mais là, Jacob, moi, je le trouve intouchable. Ouais, il est vraiment, vraiment très chaud, Jacob, cet hiver, et il fait un hiver parfait. Tu l'as dit, 2,22 au dernier 1000, c'est quand même super rapide, C'est sachant sûr. que tu as déjà 2000 mètres dans les jambes. Aregawi, il a joué crânement sa chance, hein, il s'est posté devant et il a répondu à toutes les attaques de Ingebrigtsen, notamment à celle à 200 mètres de l'arrivée où Jacob, il met une vraie grosse attaque et Aregawi passe l'épaule et dit non, non, tu resteras derrière, mon grand. Sauf que Jacob, il a mangé son pain noir dans la ligne droite opposée, il est resté un petit peu derrière et il a posé une attaque en sortie de virage dans la dernière ligne droite. Aregawi, il s'est enrhumé, je crois. Donc, donc Jacob, très fort. Euh, pour information, quand même, il a fini moins fort sur ce 3000 mètres que ce qu'il avait fait à Apeldoorn. Donc je pense que ça veut clairement dire qu'il a même pas eu à forcer son talent. Sur le dernier 400 à Apeldoorn, il avait fini en 53,87, là il finit en 54,42, donc une grosse demi-seconde moins rapide. Et sur le dernier 200 mètres, il avait fini en 26,27 à Apeldoorn, et là il finit en 26,67. Donc 4 dixièmes sur 200 mètres, c'est beaucoup quand même. Je pense vraiment que Ingebrigtsen, il a posé son attaque dans la dernière ligne droite, il a vu qu'il allait le fumer, et il est resté, il a gardé l'attitude, mais sans vraiment tout donner dans la dernière ligne droite.
Et ce 3000 mètres là, c'est la dernière course, c'est l'avant-dernière course pour Jacob cet hiver. Il lui reste le 1500 mètres demain, la finale du 1500 mètres pour conclure un hiver phénoménal. Puisque Jacob, cet hiver, c'est un meeting à Liévin, deux records du monde, le 1500 et le miles dans la même course. Donc ça, c'est très fort. Déjà, il fait une course, il bat deux records du monde, c'est énorme. Et, il a fait deux championnats, donc les Europes, médaille d'or sur le 1500 mètres, médaille d'or sur le 3000 mètres. Là, médaille d'or au monde sur le 3000 mètres. Demain, il lui manque plus à gagner le 1500 mètres, et ça sera l'hiver parfait pour Jacob. Deux records du monde, quatre médailles d'or. À voir demain s'il gagne le 1500 mètres. Ouais, c'est sûr. Je le vois gagner en tout cas et il va faire une super course. On change d'épreuve et on passe au concours qui a mis le feu quand même dans cette toute petite salle de Nanjing. On est un peu déçu sur ça, on vous en dira un peu plus, mais Duplantis, il n'a pas déçu, on vous le dit, il est champion du monde, 6,15 m, c'est quand même du très très costaud, mais il a affronté un jeune grec, Karalis. Alors vous nous avez déjà écouté à ce sujet-là sur différents podcasts. Et ben 6,05 m, Karalis, ça aussi, ça c'est du costaud. Et il a fait un tout petit peu douter. J'ai eu l'impression Duplantis. Alors quand je dis un tout petit peu, c'est vraiment un tout petit peu. C'est 10% de Duplantis. Mais n'empêche que cette marge-là de 10 cm, ça fait longtemps, voire des années qu'il avait pas eu. Il avait beaucoup plus avant. Et là, Duplantis 6,15 m, Karalis 6,05 m, c'était un gros, gros, gros concours. Ah, il faut noter quand même que Karalis, 6,05 m et il finit deuxième. Il a Oui. fait 0 échec jusqu'à 6,05 m, il a tout passé au premier essai jusqu'à 6,05 m et le mec finit deuxième. C'est le deuxième le plus haut perché de tous les temps. J'ai regardé, celui d'avant, je crois que c'était Sam Kendricks à Lausanne en 2020, qui avait fini deuxième avec 6,02 m, déjà derrière Duplantis qui avait fait 6,07 m. Mais là, tu fais 6,05 m, tu passes tout au premier et tu finis deuxième. C'est franchement, il y a de quoi être très très frustré. Mais bon, ils le savent, il le sait, c'est Duplantis devant lui. Ils sont de 1999 tous les deux, ils ont 24 ans, ils ont le même âge, et ça fait des années que Karalis il se frotte à Duplantis. En junior, il était toujours derrière Duplantis. En senior, il est toujours derrière Duplantis. C'est le troisième titre mondial consécutif pour Duplantis. On en avait parlé aussi un petit peu avant ce championnat. Duplantis, il en était à 98 sauts à 6 mètres ou plus dans sa carrière. Donc là, il a fait 4 sauts à 6 mètres dans ce concours. Ça aussi, c'est un record. Il a fait 6 mètres, 6 mètres 05, 6 mètres 10 et 6 mètres 15. Donc maintenant, il est à 102 sauts à 6 mètres ou plus en carrière. Donc il a dépassé la barre des 100 sauts à 6 mètres ou plus. C'est fou. En tout, dans ce concours, il y a eu 6 sauts à 6 mètres, donc 2 pour Karalis et 4 pour Duplantis. Franchement, c'est un concours de fou. Ouais, non, ça, t'as tout dit. Franchement, il n'y a rien à dire. Alors, Kendricks, l'Américain, il complète le podium en 5,90 m, qui est très, très, très costaud. Nos Français, un peu compliqué dans ce concours-là. Mais franchement, non, j'ai rien à dire. C'est parfait. C'est parfait de voir cette émulation-là. Et on en parlait dans un podcast précédent en disant, bah, Duplantis, il lui faut une concurrence pour aller s'élever plus haut que le record du monde qu'il détient déjà. Peut-être aller chercher du 6,40, on ne sait pas. Ben, franchement, peut-être que Karalis, il peut le titiller un tout petit peu. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais il faut aussi noter dans ce concours que Duplantis n'a pas tenté le record du monde. Mm. Il a gagné avec 6,15 et on sent qu'il a eu un petit soulagement à ce moment-là. Il en était déjà, entre guillemets, à 7 sauts, ce qui est quand même rare pour lui, parce que Duplantis, habituellement, c'est, allez, 4-5 sauts un concours. En général, il fait 5,60, 5,80, 6 mètres, et ensuite il tente le record du monde. Donc il fait 4 sauts, si le record du monde passe au premier, et maximum 6-7 sauts dans un concours. Là, il en était déjà à 7. Peut-être qu'il n'a pas une autonomie de saut exceptionnelle, qu'il se sentait fatigué. Je sais pas, on ne sait pas pourquoi il n'a pas tenté le record du monde. On va peut-être l'apprendre dans les jours à venir, mais après peut-être qu'il était tout simplement heureux d'avoir représenté la Suède, gagné le championnat du monde pour la troisième fois d'affilée, et surtout évacuer ce doute. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, on a vu qu'il a douté un petit peu quand il a échoué à sa première tentative à 6 mètres 10. Si Karalis passait, il prenait la tête du concours et ça allait compliquer les choses pour Duplantis. Mais bon, il s'en est tiré, c'est un grand, grand, grand champion. Mais il y Ah, a un beau duel à venir, je pense, en perspective entre ces deux gars sur les mois et les années à venir. Ce sera le fil conducteur de la saison, en tout cas sur perche, ça c'est sûr. On enchaîne avec notre profil, un des meilleurs athlètes de tous les temps, on va pas se mentir. On en avait déjà parlé, Grant Holloway, l'Américain, sur 60 mètres haies. Il venait là pour son troisième titre consécutif.
Il a pas déçu. Il est champion du monde avec 7 secondes 42. On parlera de ce chrono après. Il semblait un tout petit peu prenable, on va pas se mentir. Un peu comme Duplantis, presque. Mais malgré tout, il y a quand même un super écart. Willem Bellossian, on l'a dit, vice-champion du monde avec 7,54. Et c'est le Chinois, chez lui, Liu, qui termine troisième en 7,55. On vous l'a dit, il y avait quand même des petites déception, on va dire, de pas avoir une finale avec Pascal Martino Lagarde ou le Polonais Zimanski ou même l'Américain Murray, mais en tout cas, c'était quand même du gros niveau. C'est sa 72e victoire consécutive pour Grant Holloway depuis 2014 sur cette épreuve, 60 mètres haies indoor. Ouais, bah, pareil, là, tu as tout dit, Holloway, de toute façon, presque on peut écrire le résultat avant d'avoir vu la course, on sait qui sera le premier. Ça fait comme tu dis, ça fait maintenant 11 ans qu'il gagne tous ses 60 mètres haies, mais tu l'as évoqué, aujourd'hui, il semblait prenable. Il n'a pas son départ transcendant de ces derniers temps et je trouve qu'il est de plus en plus proche des haies. Je pense que ça peut vouloir dire qu'il est très en forme, mais il est tellement rapide, en fait, tellement fort, tellement ample dans sa foulée, qu'il se retrouve proche des haies. Et on le sait, quand on est proche des haies, ça oblige ben, à aller vers le haut, le bassin qui monte. Et un bassin qui monte, c'est un bassin qui passe du temps en l'air, c'est un athlète qui passe du temps en l'air, et le temps en l'air, c'est du temps perdu. Donc Holloway, il faut vraiment qu'il se remette à être le plus loin possible de ses haies pour pouvoir les attaquer, faire avancer le bassin et vraiment manger, avaler ses haies, parce que sinon il va vraiment être prenable sur cet été. On sait que c'est son gros problème en fin de 110 mètres haies, sur la 8, 9, 10e haie. Là déjà, dès cet hiver, on voit qu'il est très proche des haies. Faut vraiment qu'il se remette au boulot parce que sinon il y a des mecs qui vont vraiment le battre cet été et ça va être dur pour lui de refaire des gros chronos sous les 13 secondes s'il est si proche des haies dès les premières haies comme ça. Ouais, on l'avait vu, alors on s'en doutait un tout petit peu quand même de pas cette méforme, mais au championnat américain, il faisait quand même des fautes qu'il faisait pas forcément, il était très proche des, tu l'as dit. L'année dernière, aux Jeux Olympiques de Paris, il gagne, mais franchement, on sent qu'il va falloir se remettre en question et je pense qu'Alex, il va t'appeler, il va te demander quoi faire parce que tu as tout bien résumé et je pense que là, c'est le moment de prendre les choses en main sur sa carrière qui est déjà incroyable. En tout cas, le podium est quand même super beau avec Willem Bell aussi en deuxième, on vous le rappelle. Ouais, puis une fois qu'on a dit tout ça sur Grant Holloway, il met quand même 12 centièmes d'écart avec le second, hein. Donc Ouais. on est un peu critique envers lui, mais bon, il y a quand même de la marge sur la concurrence. On l'a dit tout à l'heure, les courses de championnat, de finale en tout cas, c'est rarement les courses les plus rapides. Et là, la médaille à 7,55, c'est 7,55, c'est pas lent, mais c'est pas très rapide pour une médaille mondiale en tout cas. Donc il y avait de la tension quand même pour ces athlètes. Mais quand même, tu vois, On- Alex, sur, la piste, j'ai pas l'impression qu'il y a eu des super perfs. J'ai pas l'impression que cette piste, elle est rapide. Alors, où ça vient de la piste? Alors pour ceux qui nous écoutent, qui sont un peu novices, il y a différents types de tartans, de pistes. Il y a des tartans qui sont un peu plus rapides, il y a d'autres qui sont un peu plus faits pour le demi-fond ou avec des rebonds. On connaît pas vraiment la texture de cette piste. Peut-être que ça vient de l'ambiance, qui est pas terrible, mais en tout cas, les chronos, moi, je les trouve pas, dignes d'un championnat du monde. Ouais, c'est sûr. Après, nous, on restait sur Apeldoorn où il y avait eu des gros, gros chronos, C'est des vrai. grosses perfs, en tout cas au niveau européen pour les athlètes qui étaient présents. On va en parler peut-être après aussi sur le 60 mètres féminin. On en parlera après, mais c'est vrai que les chronos ne sont pas emballés non plus. Ça reste dense, mais c'est pas des chronos exceptionnels. Alors peut-être aussi le décalage horaire, parce qu'on voit que les athlètes qui performent aussi sur la ligne droite, en tout cas sur 60 mètres haies, 60 mètres plat aussi, j'ai vu, c'est les Chinois. Et, donc là, il y a le Chinois qui finit troisième avec 7,55, Liu. Sur le 60 mètres féminin, il y a une athlète chinoise qui était qualifiée en finale et qui a battu son record en finale. Peut-être que le décalage horaire a un petit peu perturbé tous ces athlètes-là. On va voir en tout cas peut-être demain qu'on aura des réponses à ces questions. On va enchaîner avec les 400 mètres masculin, féminin. On va y passer un petit peu rapidement. Triplé américain sur le 400 mètres masculin. Donc, de toute façon, on le sait, les Américains, ils ont 50 athlètes en moins de 40, 46 au 400 mètres en salle. C'est fou. Le Hongrois qui avait été champion d'Europe là devant Jimmy Soudril est un petit peu en baisse de régime en cette fin d'hiver. Là, ça devient dur un peu la fin de saison pour lui parce que bon, il avait un record à 45,08 ou 0,7, je sais plus, ce Hongrois. Et là, il a fait la victoire se joue en 45,08 pour l'Américain Bailey. Donc, il aurait dû être potentiellement à la lutte avec ces Américains, potentiellement s'intercaler entre au moins deux Américains. Et non, les Américains, là, ils ont fait la différence. Donc Bailey premier en 45,08, Faust 45,47 deuxième et Patterson 45,54 troisième.
Ouais, il y avait une petite carte à jouer en tout cas pour Jimmy Soudril. Pour rappel, il avait chopé le mauvais couloir, le couloir 1 en série, il s'était pas qualifié en demi. Je pense que s'il aurait été à son meilleur niveau, il pouvait choper peut-être 3, 4e place, même si les Américains, clairement, en voyant la course, on s'est rendu compte qu'ils avaient fait une course d'équipe. Avec Faust, il me semble qu'il part comme un avion. T'as Bailey qui Ouais. attend, qui le dépasse au bon moment sans le gêner. C'était une course d'équipe. On les retrouvera sur le relais demain après-midi et il va avoir certainement un bon chrono et la médaille d'or. Ouais. Ouais, on a hâte de voir ces relais américains parce que là aussi sur le 400 mètres féminin, il y a une américaine, elle a fini deuxième derrière la britannique Hanning. Donc le podium c'est Hanning, derrière il y a Holmes l'américaine et la norvégienne Jaeger. 50-60, 50-63 et 50-92, c'était assez serré. Ça s'est bien bagarré entre Holmes l'américaine et Hanning la britannique. Au passage aux 200 mètres, l'américaine qui a joué des coudes, qui a envoyé la britannique Hanning au couloir 2, voire 3. On s'est dit, bon, ben, course terminée pour Hanning. C'est dur de se relancer une fois qu'on a été perturbé, envoyé, éjecté sur l'extérieur. Mais non, elle n'a pas paniqué, Hanning. Elle a refait son retard petit à petit. Elle est venue croquer l'américaine sur la ligne. Et ça prouve vraiment que ben, la britannique Hanning était vraiment la plus forte aujourd'hui. Ouais. Quand même, Jaeger, les Norvégiens sont quand même de plus en plus présents et on va les retrouver sur plein d'épreuves. Et je pense que cet été, ils vont montrer de très belles choses. On les avait déjà vus aux Jeux Olympiques avec quelques podiums, mais ils se développent vachement et ça, c'est bon à souligner, notamment avec Lepta, on en parlera après. On enchaîne avec le 60 mètres féminin, Cambodgie, la grande sœur. On en a parlé de la petite sœur, la Suissesse, d'Itanji Kabuchi qui avait explosé son record au championnat d'Europe sur 60 mètres haies. Ben là, sa grande sœur. J'ai oublié son prénom. Tu l'as peut-être, Alex? J'ai un doute, j'ai un doute. Je sais plus Ouais, son à prénom. chaque fois, je me perds sur celui-là, le prénom. Mais je peux te le dire. C'est un truc comme Malaika. Non, Malaika, c'est Miambo. Ah, tu m'as posé une colle, là. Ah ouais, je crois. Bah, en tout cas, la grande sœur, 7,04 aux 60 mètres. Elle gagne. Et surtout, les 4 premières, elles sont des Europes. Ça veut dire que les 4 premières sont européennes. Cambodgie, première, 7,04. L'italienne, Dosso, 7,06, deuxième. Et la troisième place pour la luxembourgeoise Van der Wecken qui est 7,07. C'est une super densité pour les européennes. On en avait déjà parlé, il manquait un peu les stars, que ce soit américaines ou jamaïcaines, comme Julian Alfred ou Shelly-Ann Fraser-Pryce ou Sha'Carri Richardson, Marie-Josée Talou. Mais franchement, les européennes, elles sont présentes et ça, c'est cool quand même. Ouais, Mujinga Mujinga. Kambodji, c'est ça le prénom de la grande sœur de la fratrie Kambodji. Euh, donc voilà. Tu l'as dit, les 4 premières, c'est les mêmes qu'aux Europes, donc pas forcément dans le même ordre. C'est un peu comme à la perche. C'est les championnats d'Europe. On a pris les podiumés des Europes, on les a mélangés et hop, ça donne un nouveau classement. Ça montre que bah déjà, le niveau européen est bon dans certaines disciplines, et notamment sur le sprint. Là, ça fait plaisir. C'est quand même normalement c'est chasse gardée des pays des Caraïbes, Jamaïque, États-Unis. Là, on l'a vu avec Julian Alfred. C'est quoi son pays déjà, Julian Alfred? C'est Sainte-Luce. les Sainte-Lucie, ouais. Donc Ouais. voilà, c'est ces pays des Caraïbes là qui ramènent des médailles un peu à l'image de Kim Collins, de Saint-Kitts et Nevis à l'époque. C'est ça. Mais là, donc le sprint européen se porte bien, en tout cas chez les filles, plus que chez les garçons. On en avait parlé hier, les garçons, le chrono était un peu moins performant. Là, 7,04, 7,06, 7,07, ce sont des perfs très 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 honorables. Allez, on va enchaîner avec le triple saut féminin qui nous a réservé une belle performance, un peu à l'image du triple saut masculin hier. C'est aussi, c'est aussi une fille qui s'appelle Hernandez, comme, comme l'italien hier, sauf que là, c'est une cubaine, Léanis Pérez Hernandez, 14,93 m, c'est la meilleure performance mondiale de l'année, qui gagne devant une autre cubaine, Liagdamis Povea, 14,57 m. Et la troisième place pour Anna Pelletero Campaore, avec 14,29 m, la championne d'Europe. À noter dans ce concours la présence de Théa Lafont, la championne olympique, qui finit seulement quatrième avec 14,18 m. On peut imaginer qu'elle a un peu décompressé aussi elle, après les Jeux olympiques et qu'elle a pris le temps de se repréparer. Et on la reverra certainement en pleine forme cet été, mais 14,93 m pour Pérez Hernandez au triple saut féminin, c'est de la grosse performance. Euh,
en attendant le retour de la star de la discipline, Rojas, qui s'est remis d'une rupture du tendon d'Achille, je crois, hein, C'est ça, c'était ça, hein. c'est Et ça, ouais. donc, on le sait, pour le triple saut, c'est compliqué. Elle a repris le chemin de l'entraînement et de la compétition cet hiver, à un niveau moindre, mais voilà, on espère la revoir cet été dans des gros meetings et est très performante au-delà des 15 mètres. On le rappelle, elle qui a le record du monde avec 15,74 m, je crois. C'est quand même un autre monde. Ouais, non, hâte de voir ces confrontations, sachant que la cubaine championne du monde, Pérez Hernandez, a que 23 ans. Et quand on sait que c'est une discipline à maturité tardive, franchement, ce duel avec Roras s'annonce très, très, très prenant. Yes, Stéphane, tu l'as bien dit. On peut aussi noter on est à mi-parcours de l'heptathlon masculin. Donc, les 4 premières épreuves ont eu lieu aujourd'hui. C'est le Norvégien, recordman d'Europe, champion d'Europe, Sander Skottheim, qui mène la danse pour l'instant, après 4 épreuves. Il est un tout petit peu en dessous du niveau de son record d'Europe d'il y a 15 jours à Apeldoorn. Il a fait un petit peu moins bien sur le 60 mètres et un petit peu moins bien à la hauteur, avec 2 barres de moins, donc il a laissé passer 60 points. Par contre, il a fait un petit peu mieux au poids et un petit peu mieux à la longueur aussi. Il a fait 8 mètres en longueur, donc c'est quand même une très belle perf en heptathlon. Franchement, il y a un niveau de fou à la longueur de l'heptathlon. On l'avait vu au championnat d'Europe avec Simon Ehammer notamment. Simon Ehammer qui ne fait pas l'heptathlon au championnat du monde, qui fera la longueur demain. Euh, donc là, Skottheim semble se diriger vers le titre mondial à l'heptathlon, lui qui était vice-champion du monde l'année dernière, derrière Ehammer justement. Et le podium va se jouer certainement entre Johannes Herm, l'Estonien, Baldwin, l'Américain, et Till Steinsforth, l'Allemand. Ça va être ces trois-là qui vont se battre pour les médailles d'argent et de bronze, avec chacun des épreuves fortes et des épreuves faibles dans les trois épreuves de demain, qui sont, on le rappelle, le 60 mètres haie, le saut à la perche, et pour finir, le 1000 mètres. Ça sera à suivre cette nuit à partir de 3h05, 3h05 du matin. Ce qui est bien à rappeler, c'est que les Européens, là aussi, sont très présents. Et ça fait super plaisir de les voir à ce niveau-là. Voilà pour ce petit bilan un peu de la journée. Juste pour rappel, Marie-Julie Bonin, magnifique médaille d'or, première française championne du monde du saut à la perche. Donc ça, c'est une perf de fou, 4,75 m. Et Willem Bellossian, vice-champion du monde, derrière l'intouchable Grand Holloway. Donc là aussi, 2 médailles. Et ce sera nos 2 seules médailles de ces championnats du monde indoor, car aucun athlète français ne va concourir cette nuit et demain matin à Nanjing. Ouais, pour l'instant, on est troisième au tableau des médailles, troisième ex aequo avec pas mal de pays. Mais bon, on risque de rétrograder un petit peu, puisque tu l'as dit, demain, nous, on n'aura personne d'engagé, donc on ne fera pas de médailles, ça c'est une certitude, alors que d'autres pays vont faire des médailles. Demain, il y aura quand même des très belles, même s'il n'y a pas de Français, il y aura des très belles finales à suivre. Notamment, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, d'Itaji Kambuji, la révélation du 60 mètres et féminin de l'hiver, 14h01 pour la grande finale. Ça risque d'être un remix des championnats d'Europe avec quelques concurrentes américaines et jamaïcaines qui vont s'immiscer entre les européennes. Il va y avoir un gros duel, on en a parlé, même un truel entre Mauchik et les deux Australiennes, Oeslager et Patterson, à la hauteur, 4h35 du matin. Ça peut valoir le coup de se lever. Tentoglou à la longueur contre les jeunes pousses. On l'a dit, Fourlani, le Bulgare aussi, qui a été champion d'Europe. Donc ça, c'est à 12h40 demain. Ça va être deux beaux concours, la hauteur féminine et la longueur masculine. Ouais, connectez-vous vraiment sur Tintoglou, moi je vous le dis, ça va être un concours avec un scénario dingue. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, le Bulgare Sarah Boyokov, il va gagner demain à 12h40. Soyez connectés parce que ce concours-là, moi je vous le dis, ça va être à suivre et on va se régaler. On enchaînera avec les finales des 1500 mètres, filles et garçons, avec Tsege, la record woman du monde, du 1500, et Jacob Ingebrigtsen. Ce sera à 13h15 et à 13h28. Ils se sont qualifiés très facilement pour la finale. Je pense qu'il y aura une petite marche pour les deux concurrents, mais ce sera à suivre demain. La finale des 800 mètres aussi, garçons et filles, avec Josh Howe, premier au bilan, une 43 au 800. Il a couru ça tout seul au championnat des États-Unis. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je l'ai jamais vu courir. Et la Suissesse Audrey Wero, aussi qui s'annonce favorite. Ce sera à partir de 13h40 demain.
Et ouais, et pour clôturer, ce beau championnat du monde, on l'espère, comme d'habitude, les relais 4x4 avec là une domination des Américains qui est attendue. De toute façon, on l'a dit, hein, ils ont fait le triplé sur le 400 mètres. Il y en a une sur le podium chez les filles. Donc, ça va clôturer en beauté ce grand championnat, malgré l'absence de leurs principaux rivaux en ce moment, c'est les Pays-Bas, avec Femke Bol et Lieke Klaver, notamment chez les filles, qui n'ont pas fait le déplacement. L'équipe des Pays-Bas très restreinte sur ces championnats. Donc demain, pas de Français, malheureusement, mais beaucoup, beaucoup de grandes stars de l'athlétisme et de concours à suspense, de courses endiablées à suivre, on le sait. Profitez bien de votre dernière journée des championnats du monde indoor. C'est la fin de la saison indoor. Ça va envoyer du feu, on l'espère. Et nous, on vous retrouvera demain pour faire le débrief de cette dernière journée. D'ici là, portez-vous bien. À très très bientôt. À demain. Vous étiez dans la chambre d'appel.